Salut à tous et bienvenue dans Clap Clap, le média qui vous invite à faire du bruit sur le cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler du film La vie devant moi, dont l'affiche est derrière moi, et je vais discuter avec trois personnalités clés autour de ce projet, à savoir Guy Birenbaum, qui est le fils de Toba, la protagoniste du film, et les deux actrices principales du long métrage, à savoir Violette Guillon, l'interprète de Toba, et sa mère dans le film, Adeline Dermy. Je vous laisse maintenant avec Guy Birenbaum, qui va nous en dire plus sur comment a été créé ce film et toute l'histoire de sa famille. Eh bien Guy, enchanté, merci d'être avec moi. Donc moi je m'appelle Quentin et j'ai un média qui s'appelle Clap Clap qui vise à pousser les gens à faire du bruit sur le cinéma et à tout ce qui l'entoure. Donc avant de vous présenter en détail, de te présenter en détail, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait, j'ai lu sur internet, et c'est vous qui l'avez dit, que vous vous décriviez comme un épicier, puisque votre site internet est une épicerie. J'entre donc dans votre petite boutique, la sonnette retentit, je me tourne vers vous et je vous dis bien le bonjour Guy. Est-ce que depuis ce matin ça va? Oui, ça va. Okay. Non, ça se passe bien. J'ai ouï dire justement que tu étais, il faut que je change mon texte, oui. que tu étais donc le fils de Toba Birenbaum, la protagoniste du film qui nous intéresse aujourd'hui, donc La vie devant moi. Est-ce que ces rumeurs sont fondées? C'est plus qu'une rumeur, c'est la vérité. Bon, tant mieux alors. Et mon coiffeur, justement, après me disait que vous étiez même l'auteur du roman éponyme qui raconte l'histoire. Alors, à partir de ça, est-ce que le petit-fils que tu es dans cette histoire peut me raconter l'histoire, mais avec ces mots? Bien sûr. C'est une histoire de fou. En fait, on est le 15-16 juillet 42. La veille de la rafle, ma famille qui est à peu près au courant de ce qui se prépare, mais sans savoir vraiment qui va être arrêté, pas être arrêté. Pour les gens qui nous regardent, c'est pratiquement 13 000 juifs qui sont arrêtés entre le 16 et le 17 juillet. Et qui sont amenés au vélodrome d'hiver avant de partir à Drancy, puis dans les camps de la mort. Et ils savent, mais ils ne bougent pas. Parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, le matin du 16 juillet, ils se rendent bien compte qu'il y a un truc qui est en train de se passer, on entend des éclats de voix, etc. Et là, ma grand-mère, jouée extraordinairement par Adeline Dermy dans le film, joue le tout pour le tout, elle descend voir la concierge, elle négocie avec elle, on ne sait pas très bien comment, elle récupère la clé d'un appartement dont les occupants sont partis à l'hôpital. D'accord. Et ils vont passer par la cave, parce que c'est un appartement qui donne dans le pâté de maison, mais de l'autre côté, c'est-à-dire dans une autre rue. Et ils se retrouvent à la même hauteur que l'appartement qu'ils quittent. Ah oui, ok. Et là, ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils voient de là où ils se sont cachés, ouais. La police française, parce que c'est la police française qui rafle, bien sûr. Défoncer la porte et les chercher. À partir de là, après ça, ils ne vont pas rester à cet endroit parce que c'est un peu trop proche de chez eux, et ils vont se retrouver pendant 765 jours dans 6 mètres carrés, protégés et cachés par un couple de Français qui ne faillira jamais. Voilà, avec magnifiquement résumé, merci beaucoup. À quel âge est-ce que toi, tu as découvert cette histoire C'est une très très bonne question parce que je ne sais pas répondre vraiment à quel âge. Ouais. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un moment clé, c'est quand les équipes de Steven Spielberg, en 1980, à partir de 1994, juste après la liste de Schindler, ils montent la fondation. Pour la mémoire de la Shoah, il va aller envoyer des équipes dans le monde entier, interviewer plus de 58 000 rescapés. C'est phénoménal. Et c'est là qu'intervient. Et c'est là que, effectivement, mes parents, mon père pour d'autres raisons, parce que c'était un grand résistant, et ma mère témoignent. Je connaissais l'histoire, mais pas à ce point-là. Ok. Et là... Là, tu as quel âge à ce moment-là, du coup, 94 97, j'ai 30, je dois avoir une trentaine d'années. Je suis né en 61, j'ai 36 ans, donc je ne suis pas un bébé. Hein. Non, oui, il y a de quoi comprendre. Et j'ai un grand frère. Okay. J'ai un frère qui connaît aussi l'histoire, qui a 10-11 ans de plus que moi. Mais en fait, jamais personne ne s'est assis au coin de la table pour me dire, voilà, on va te raconter exactement ce qui s'est passé. Et donc là, on a soudainement ces objets qui sont des cassettes vidéo à l'époque, pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être ils n'en ont jamais vu, des VHS. Hein. Je suis né en 97, je les ai connus quand même, les VHS. Et on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie. Alors mon père, il ruse, il retranscrit à l'écrit. Et il nous file les carnets, mais on n'a pas envie de les lire. Et ça va prendre un temps fou parce que après je fais de l'édition, je deviens éditeur et je raconte un peu vaguement l'histoire. Et des éditeurs me disent, mais il faut la publier cette histoire. Et je ne le fais pas. Ok. Je ne le fais pas. Je ne peux pas vraiment dire une espèce de... Parce que c'est quelque chose de si énorme finalement que... Oui, tu as une espèce de distance et puis j'avais pas envie, donc je le fais pas. Et puis il se trouve que bien des années plus tard,
je finis par raconter cette histoire dans un bouquin que je publie qui s'appelle « Vous m'avez manqué ». Une histoire qui remonte via la psychanalyse, parce que je suis obligé de discuter un jour avec un psychiatre, psychanalyste, ça va pas trop fort, et je raconte un peu, et elle me dit « mais cette histoire est incroyable », et donc je la raconte dans ce livre. Et là, les journalistes qui m'interviewent, cette histoire, elle ne les intéresse pas vraiment, en fait. Ah, ok. Non, c'est pas l'histoire qui vont retenir dans les raisons de malaise, Ouais, ok. c'est comme ça. Et ça, c'est toujours fin des années 90 ou... Ah non, là on est en 2015 et D'accord, c'est donc toujours, c'est récent. ah oui, c'est récent. Et là, je rencontre un jour, par le biais d'amis communs, Niels Tavernier, qui prend connaissance du truc et qui me dit « c'est complètement dingue l'histoire de ta mère, est-ce que tu as des documents ?» Et là, je lui montre quoi ? La fameuse, c'est plus une vidéo, c'est devenu un clé USB, un DVD. Un DVD, on est très très moderne. Et il regarde ce truc et il me dit « mais c'est un film ». Et je ne comprends pas ce qu'il me dit, parce que moi c'est un film, je ne sais pas de quoi il parle, un documentaire, j'en sais rien. Il me dit « non, c'est un film de cinéma ». Et donc là, on commence à travailler, on est en 2019, on commence à travailler et on se retrouve au moment du Covid, ce qui est fou parce que c'est une histoire de confinement. Ouais, finalement, le parallèle... Le parallèle est fou. Et on fait ce qui m'explique être un séquencier. D'accord. Je découvre ce que c'est-à-dire, à partir du témoignage précis de maman, combien de séquences de films on peut faire. Et ça fait 90 ou 100 séquences. Il dit, mais c'est un film. D'accord. Bon, et là, il part à la chasse aux producteurs, etc. Et l'aventure avance. Et après, ils font un casting. Moi, je ne participe pas du tout. Parce que ça faisait partie des questions, justement. C'est pas du tout... je ne sais pas faire ça, en fait. Et on se retrouve avec 3 comédiens incroyables de la comédie française. Et parmi les plus grands, puisqu'il y a la doyenne, il y a Adeline Dermy, la doyenne Claude Mathieu, Adeline Dermy et Guillaume Gallienne. Et puis, il caste l'incroyable Violette qui va jouer... Toba, ma mère. Comment est-ce qu'on jauge, parce que c'est une histoire vraie, certes, il y a son témoignage, mais il y a une toute petite part de fiction. Il y a une part de fiction, bien sûr. Comment est-ce qu'on arrive à mettre le curseur sur, là, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, on imagine, on s'autorise. Alors, d'abord, on doit tout s'autoriser. Je vais t'expliquer pourquoi on doit tout s'autoriser, parce que je pense que c'est un vrai geste cinématographique, mais au-delà de ça, c'est un geste de mémoire. Ce que j'appelle depuis quelques jours la génération Instatoc. Ok, c'est un bon résumé, à laquelle j'appartiens aussi. Moi aussi, je suis sur ces réseaux, mais je ne fais pas partie de cette génération. Elle ne va pas regarder Shoah de Lanzmann, 9 heures. Elle ne va pas lire les livres d'histoire, parce que c'est comme ça. On a vu des enquêtes récentes qui montrent que la connaissance de la Shoah est en train de se perdre totalement. Les derniers survivants meurent. On est à la fin, malheureusement. La fiction, la littérature doit s'emparer de ces sujets et on doit les incarner. Parce que sinon, ce sera le pire, ce sera le négationnisme qui nous passera dessus et l'oubli. Donc, il n'y a même pas de question à se dire « Ah, mais est-ce qu'on peut un petit peu faire ci, changer ?» C'est nécessaire. Tout ce qui est travaux des historiens, les documentaires, tout ça existe. On a les témoignages grâce à Spielberg, à des entreprises comme Les Derniers, tout ça, ça existe. Mais moi, je pense que le travail par la littérature et la fiction est absolument central. Il fait bien, à partir du conte de Grimbert, La plus précieuse des marchandises, c'est une BD. Il faut qu'on aille sur tous les supports où sont les jeunes. C'est essentiel. Donc, c'est un vrai parti pris idéologique. Même si on connaît de près ou de loin la Shoah, l'histoire est tellement folle. Oui, et puis c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est une porte d'entrée sur le sujet aussi pour beaucoup de gens. Oui, voilà, beaucoup de jeunes filles. 14 ans, 16 ans. Imaginez-vous, vous qui nous regardez, vous avez passé de 14 à 16 ans dans 6 mètres carrés. On ne se rend pas compte. Quand les jours défilaient, parce que je connaissais très grossièrement l'histoire avant de voir le film, donc je ne savais pas combien de temps ils allaient rester. Et quand j'ai compris que ça allait être vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la libération de Paris. J'ai dit ok, d'accord. Mais donc c'est vraiment pour cette génération qu'on travaille. Tu as parlé de Niels, qui était intéressé par le projet. Il est lui-même le petit-fils d'un résistant, puisque son grand-père a notamment abrité un certain Louis Aragon, donc comme quoi je peux comprendre qu'il ait été intéressé par le projet. Comment ça s'est passé la collaboration? Est-ce que ça a été finalement plus simple ou est-ce qu'il avait une vision que tu partageais? Il a été stupéfait par la vidéo d'1 heure. Vraiment, j'ai vu quelqu'un de stupéfait par ce qu'il dit. Il dit, voilà, ta mère, elle est d'une classe, d'une élégance incroyable, alors que
Il y a un moment, on voit, elle s'enroue, mais en fait, elle n'est pas du tout en roue, elle n'y arrive plus. Mais elle essaye de donner le change. Je crois qu'il a vraiment été extrêmement touché par ce témoignage et que du moment où il a vu ce truc, il s'est dit « je veux faire cette histoire ». Ça l'a vraiment... En plus, il aime ce genre d'histoire. Il aime les histoires... les histoires de famille. Et puis là, tout ce qui est résilience, je pense que c'est des sujets qui l'intéressent beaucoup. Tu n'as pas participé au casting. Non. Donc tu les as tous découverts sur le tournage. Un peu avant. Un petit peu avant. Avant que ça commence. Qu'est-ce que ça fait de se dire que cette personne qu'on ne connaît pas va jouer Alors tu veux que je te dise un secret, ça leur a fait plus à eux. Ah ouais? J'imagine, oui. Quand j'ai débarqué avec des photos. Ah ouais, ok. Et je leur ai dit, voilà, Violette, ça c'est maman. Tiens, Guillaume, ça c'est Moïse. Tiens, Adeline, ça c'est Rivka. Et pour Sandrine et Laurent, pareil, voilà le couple que vous allez jouer un peu après la guerre. Et autant maintenant, je suis vraiment franchement secoué et bouleversé, autant au moment du tournage, c'est eux qui étaient quasiment... c'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. Mais ça y est, mais là, j'ai rattrapé... C'est compliqué. Et pour mon grand frère aussi. Ah bah oui, j'imagine, et pour nos enfants, parce que c'est une famille énorme. Ils ont mon père et ma mère est morte en 2009, mais mon père est vivant, il a 98 ans, on le voit d'ailleurs dans le film. Il y a 5 arrière-petits-enfants et 5 petits-enfants. Il y a du monde pour raconter cette histoire quand même. Oui, donc il y a un travail de transmission aussi. Donc le film, il se concentre, lui, avant tout, sur la vie de ta maman, Toba. Et il se conclut avec les mots de ton papa, qui revient rapidement à la fin sur la rencontre avec ta maman, qui a eu lieu le jour de la libération. De Paris. Absolument. Le jour de sa libération, littéralement, à elle et à tes grands-parents. Je le cite, une histoire comme on n'en rencontre pas. Et donc, je me suis posé la question, sans aller jusqu'à désirer ces histoires-là, est-ce que les pires histoires des êtres humains donnent paradoxalement naissance aux plus belles? Je pense que quand on a une telle capacité de résilience, j'aime pas ce mot, mais en même temps, c'est le mot le plus adéquat. Se sortir de telles situations. Parce que lui, c'est un très grand résistant. Il a été décoré de la Légion d'honneur 80 ans après la rafle par le président Macron. Il l'a accompagné au Panthéon le jour de l'entrée des Manouchians. Quand on a 2 histoires comme ça, 2 destins totalement à la fois parallèles, mais totalement différents. Il y en a un qui fait la guerre dehors, dans Paris, et en banlieue parisienne, et l'autre qui est caché à quelques encablures. Et donc c'est sidérant que ces 2 histoires se croisent. C'est sidérant déjà qu'ils s'en sortent tous les 2. Dans l'immeuble où était cachée ma famille, 52 déportés, 2 sont revenus. Voilà, 52, 2 au 209. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le film, par exemple. Mais non, parce qu'on ne peut pas. Bien sûr. Tu peux pas, tu te concentres. Mais on les voit par exemple dans le documentaire de Ruth Silberman consacré aux enfants du 209, qui est un travail remarquable, mais un travail de documentariste. Nous, on fait du cinéma. On aurait pu aussi parler des Dinanso qui jouent un rôle quand même incroyable dans toutes ces histoires. Le film ne peut pas tout raconter, mais il pourrait y avoir un film entièrement sur leur point de vue, finalement. Tout est possible. Donc je précise, les Dinanso, c'est... la famille qui a caché la mienne. Tout à fait. Votre père aussi, qui finalement, en tant que résistant, a tout son arc narratif, en fait. Si je me permets la comparaison, il y a le Marvel Cinematic Universe, mais il pourrait presque y avoir celui de la famille Birenbaum à ce moment-là, où tellement tout s'entrecoupe. Oui, mais tu sais, je vais te dire... C'est en vérité, je crois que c'est l'histoire d'énormément de gens, mais on ne le sait pas. Ah ouais, c'est sûr, clairement. Parce que si des Juifs ont été sauvés en France, ils ont été sauvés par qui? Pas par Vichy, contrairement à ce que nous racontent des gens dont je ne citerai même pas le nom. Ils ont été sauvés par des citoyens français. Et c'est cette fraternité, c'est un message d'espoir, ce film. C'est de dire, voilà, c'est affreux, c'est une période terrible, mais il y a eu des gens qui sont restés droits. Et ces gens, c'était des citoyens, qui étaient des petites gens qui habitaient là et qui ont dit « mais non, mais moi, je ne laisse pas ces gens partir comme ça ». Et ça, c'est le message du film et c'est un formidable message d'espoir. Ah oui, complètement. Surtout qu'à un moment, sans trop en dire, mais dans le film, la famille Dinanso pour une décision ultra importante, hautement symbolique. Pour conclure, donc, j'aimerais rebondir sur l'un de vos métiers qui est affiché sur votre compte X, puisque donc, on a évoqué un petit peu hors caméra, mais tu te définis comme un chasseur de nuages. Mais pour autant, avec ce travail-là, je pense que tu n'as rien du marchand de sable. C'est gentil. Puisque le livre, les films, les témoignages, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, montre que vous avez plutôt envie d'inviter les gens à rester bien éveillés par rapport à tout ce qui se passe. D'autant plus
j'ai envie de dire, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec ce qui se passe un peu outre-Atlantique, etc., sans trop m'étendre. C'est une des missions que tu as en portant ce nom-là. Comment tu... Écoute, c'est très compliqué quand tu portes le nom de Résistance de ton papa déjà. Ouais, parce que ouais, si je m'appelle Guy, c'est parce que c'était son pseudo. Ils avaient tous des pseudos ouais, bien sûr, dans la Résistance. Donc déjà, Mm. c'est bien lourd. Quand tu as en plus son histoire, plus l'histoire de ma mère, bon, il se trouve que ma mère achève son témoignage pour Steven Spielberg en disant « Je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants transmettent ». Eh bien, il m'a fallu 28 ans. Ouais. C'est très long, je sais. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise longueur, c'est juste le temps Je pense fallu que c'est le temps qu'il fallait. Ouais. Et là, maintenant, c'est bon, c'est parti, il faut Écoute, ouais, il faut raconter, et puis surtout, aller chercher les plus jeunes par la main, grâce à la fiction. Et ça me semble vraiment un impératif. Beaucoup de risques autour de nous. Je pense qu'il faut qu'on utilise tous les moyens et tous les formats pour former les plus jeunes. Eh bien, magnifique mot de Merci à toi. Conclusion. Merci de te serrer la main, c'était un plaisir. Partagez. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, personnellement, j'ai pu passer 2 moments super intéressants, que ce soit avec les 2 comédiennes pour parler du film en tant que tel, mais aussi avec Guy pour toute l'histoire qu'il y a autour du film. Et quelle histoire pour le coup. Je pense que ça donne une belle porte d'entrée sur tout ce sujet assez majeur et immense qui a tendance parfois à s'oublier, malheureusement. Donc n'hésitez pas à être curieux, que ce soit par rapport au film qui sortira, donc je le rappelle, le 26 février 2025 au cinéma, ou bien par rapport au livre qui pour le coup est déjà disponible. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous invite à suivre Clap Clap sur l'ensemble des réseaux sociaux évidemment, YouTube si vous êtes déjà peut-être dessus, Instagram, TikTok, mais aussi toutes les plateformes de podcast. Merci encore et à très bientôt. Ciao. Voilà. Je vais vraiment garder cette fin. Abonnez-vous. Okay, everybody, that's a wrap.